Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur i24 News. Nous allons revenir sur évidemment cette vague de terreur qui se poursuit, car même si l'après-midi et la soirée sont plutôt calmes, eh bien c'est un calme qui a commencé dans l'horreur ce matin avec une série de 4 attaques meurtrières, 3 Israéliens tués lors de 4 attaques différentes menées dans les villes de Ra'anana et de Jérusalem. Vous voyez ces images particulièrement choquantes de l'une de ces attaques menées par un terroriste qui a d'abord utilisé une voiture bélier avant de sortir poignarder plusieurs personnes. L'une d'entre elles est d'ailleurs décédée des suites de ses blessures. Il a été abattu, vous le voyez sur ces images, par un garde de sécurité qui se trouvait à proximité. On va détailler toutes ces attaques. Nous serons avec évidemment nos envoyés spéciaux, des invités dans ce studio également à Paris. Mais tout d'abord donc le récit de ces attaques. On va commencer par les 2 qui se sont produites à Jérusalem et qui ont été très spectaculaires, avec un récit signé David Klezeski. Les scènes d'horreur se suivent et se ressemblent chaque jour à Jérusalem depuis presque 2 semaines. Ici dans le centre, un résident arabe de la ville lance son véhicule sur des passants juifs. Avec un acharnement inouï, il sort de sa voiture puis achève les victimes à coups de hache. Il sera finalement abattu par un homme armé arrivé rapidement sur les lieux. 2 personnes sont mortes dans cette attaque. Autre quartier, autre assaut à quelques minutes d'intervalle. Les passagers d'un autobus ont été pris pour cible par 2 résidents arabes, l'un muni d'un couteau, l'autre d'une arme à feu. Un Israélien est décédé de ses blessures, près d'une dizaine d'autres ont été blessés. Les habitants perdent patience. Face au maire de Jérusalem qui s'est rendu sur place, les Israéliens demandent aux autorités d'en faire plus, notamment contre la propagande antisémite des islamistes palestiniens. Vous aviez parlé l'autre jour dans la vieille ville de ceux qui incitent à la haine. Ceux qui incitent à la haine. Tout le monde en parle, Benjamin Netanyahou en parle. Ces gens-là incitent à la haine. Pourquoi on ne les arrête pas ? La vague de violence menée par des extrémistes musulmans est alimentée par des rumeurs diffusées sur Internet selon lesquelles Israël se préparerait à la construction du 3e temple et à la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Voilà donc pour ces images très choquantes de Jérusalem. Voyons maintenant ce qui s'est passé à Ra'anana, une ville habituellement paisible située juste à côté de Tel Aviv et où 2 attaques au couteau ont eu lieu ce matin. Il y a eu plusieurs blessés. Sur place, le reportage de Joseph Emmanuel. C'est encore la confusion qui règne en pleine rue. Un homme est couché à même le sol. Il vient d'être attaqué au couteau. Nous sommes à Ra'anana, dans le centre d'Israël. Il est un peu plus de 8h30 ce mardi matin quand un homme hurle « Allahu Akbar » à 2 reprises, se jette sur un juif religieux dans cette station d'autobus. Le gérant de l'épicerie d'en face assiste à la scène. Il reconnaît l'homme qui vient de lui acheter des cigarettes, sort de sa boutique et se jette sur lui. Il réussit à l'immobiliser. Ça devient une guerre. Chacun peut sortir de sa voiture et commettre un attentat. J'ai 2 jeunes enfants. J'ai même peur maintenant que ma femme sorte seule dans la rue. Il n'y aura jamais la paix. Jamais, malheureusement. Ils sont 2 ouvriers palestiniens à repérer les lieux plus tôt dans la matinée. Et quand l'un des 2 commet son attaque, l'autre est en route pour commettre la sienne, un peu plus loin, dans la même rue. Nous nous trouvons précisément à l'endroit où a eu lieu la 2e attaque dans cette ville de Ra'anana. Derrière moi, la station d'autobus dans laquelle le terroriste a poignardé 3 personnes avant de prendre la fuite. L'un des employés, un arabe israélien du restaurant d'en face, lui court après, mais c'est la police qui finira par l'attraper quelques mètres plus loin. À l'heure du déjeuner, les restaurants sont vides. Beaucoup d'habitants disent ne pas vouloir rester dans les rues. C'est une nouvelle forme de terrorisme auquel font face les Israéliens. La situation est très inquiétante. Je garde un couteau près de moi. J'espère que les citoyens se réveilleront, qu'ils fassent attention, car c'est une situation très compliquée. Ils marchent dans les rues, ils vivent avec nous. Impossible de savoir d'où ça va venir. Le discours se durcit dans une ville où il fait normalement bon vivre. Le maire de cette petite commune appelle ses habitants à ne pas céder à la paranoïa, mais il prend la situation très au sérieux et son message aux terroristes est on ne peut plus clair.
Il y a derrière eux des incitateurs à la violence. Certains prêchent la haine dans les mosquées. Ces incitateurs, au lieu d'arrêter cette violence, envoient ces hommes et ils savent qu'ils vont tuer. Plus il y a de morts et plus ils sont heureux. Et avec eux, il n'y a aucune négociation possible. Peut-être un jour, mais aujourd'hui non, et il faut arrêter ce qui se passe le plus vite possible. En Israël, depuis plusieurs semaines, et particulièrement ce mardi, le pays entier est sur le qui-vive. Quelques instants après ces 2 attentats au couteau, la police verrouille la ville. Un 3e terroriste serait prêt à passer à l'acte. Mais c'est une fausse alerte. Et comme après chaque attentat en Israël, la vie reprend très vite à Ra'anana. Voilà donc pour ce reportage de Joseph Emmanuel. Nous irons également tout à l'heure retrouver nos envoyés spéciaux, que ce soit notamment en Cisjordanie, où paradoxalement la situation semble moins tendue qu'à l'intérieur des frontières d'Israël. À Gaza également encore des tentatives d'infiltration en Israël aujourd'hui de la part de manifestants. Il y a eu encore des dizaines de blessés à cette frontière sud d'Israël. Mais tout d'abord donc premier regard sur ce qui se passe et cette vague de violence qui est devenue là aujourd'hui peut-être a franchi en tout cas un cap dans l'horreur et ce bilan qui s'est alourdi avec ces 3 victimes d'aujourd'hui. Bonsoir Dror Even Sapir, analyste politique. On est également en duplex de Paris avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir Olivier, merci d'être là. On accueillera d'autres invités dans un instant, mais d'abord Dror, avec vous, la manière dont le gouvernement israélien est mis sous pression ce soir parce que aujourd'hui, on a entendu, notamment à Jérusalem, certains réclamaient une séparation nette et précise avec les habitants de Jérusalem-Est pour éviter ces infiltrations de terroristes. Et il y a là un véritable paradoxe, parce que la droite israélienne a toujours prôné l'unification de Jérusalem. Le slogan « Jérusalem, capitale une et indivisible » de l'État d'Israël pour l'éternité, c'est un slogan qu'on a entendu maintes et maintes fois de la bouche de ceux-là même qui réclament aujourd'hui des mesures drastiques qui auront pour conséquence d'établir une séparation physique entre les quartiers arabes de Jérusalem-Est et les quartiers juifs. Alors pour l'instant, il n'en est pas question de couvre-feu ou de bouclage de ces mêmes quartiers, mais des mesures de sécurité qui seront renforcées. Il n'est pas impossible que l'armée en vienne, que certaines unités, en tout cas militaires, en viennent à se déployer dans les rues de Jérusalem-Est ou entre Jérusalem-Est et les quartiers juifs de Jérusalem. Et là aussi, symboliquement, c'est très problématique parce que dans les rues de Jérusalem, vous savez que Jérusalem-Est fait partie des rares territoires conquis en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, à avoir été annexés à Israël. Par conséquent, l'ensemble du territoire municipal de Jérusalem est considéré comme faisant partie de l'État d'Israël, et les seules forces de sécurité qui peuvent en principe y circuler, eh bien, ce sont les forces de police et les gardes frontières. Pas question en principe d'y déployer l'armée. Mais si la situation continue à se dégrader, on n'y échappera pas. Vous savez, 80% des terroristes qui ont commis les attentats de ces derniers jours sont originaires de Jérusalem-Est. Donc toute l'attention est portée sur ces quartiers-là, avec bien évidemment un véritable casse-tête. Comment empêcher que des terroristes ne passent à l'acte sans, encore une fois, prendre des mesures qui sépareront de facto la Jérusalem arabe de la Jérusalem juive. Alors, on va continuer d'en parler, vous restez avec nous, Dror, évidemment. Je voudrais un premier avis là-dessus, justement, d'Olivier Rafovitch, qui est donc en duplex avec nous depuis Paris. Olivier, est-ce que c'est la bonne solution, selon vous, aujourd'hui, la seule solution possible pour éviter ces attentats qui sont quasi quotidiens, notamment à Jérusalem, que de séparer de facto les 2 parties est et ouest de la ville? Non, il n'y a pas de séparation. D'abord, il faut savoir qu'on a affaire à une vague de violence qui touche Jérusalem et tout l'État d'Israël. Et en fait, tous les Juifs en Israël. Ce n'est pas une guerre contre Israël, c'est une guerre contre les Juifs en Israël, avec des motifs et des motivations islamistes, intégristes, ultra-violentes. Il n'y a pas ici véritablement d'éléments nationalistes palestiniens classiques. On a affaire à une guerre islamiste contre les Juifs dans tout Israël. Que ce soit à Jérusalem, Est, Ouest, Sud, Nord, Ra'anana, Holon, Petah Tikva, Hadera, Haïfa, et puis des villes également en Judée-Samarie. Le but est de tuer des Juifs. Qui sont les assassins? Des jeunes, des très jeunes, de 13 à 25 ans. Le plus vieux à 25 ans, je crois, le plus jeune à 13 ans, endoctrinés à mort. On pourrait même les nommer des corps creux en langage psychiatrique. Pour exister, ils vont tuer des Juifs, tuer du Juif,
et évidemment se suicider, puisque leur fin dans ce genre de situation ne peut être que la mort, en tout cas l'arrestation, et en espérant qu'ils seront neutralisés au niveau physique. Aujourd'hui, il y a des mesures qui vont être prises au niveau militaire et policier dans Jérusalem, mais ce ne sont pas des mesures qui vont séparer la ville, ce sont des mesures qui vont d'abord essayer de calmer un petit peu et d'essayer aussi d'empêcher des passages de terroristes, d'assassins de là où ils habitent, dans les quartiers juifs. Ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui vivent également en Israël, même des Arabes de Jérusalem-Est qui sont dans Jérusalem-Ouest, et qu'on a affaire à des gens qui peuvent être des assassins du jour au lendemain, même d'une heure à l'autre. Donc d'autres mesures vont être prises. Une, par exemple, qui me paraît fondamentale, est de bloquer à 100% l'Internet dans les territoires palestiniens, dans les villes arabes israéliennes, dans toutes les villes arabes israéliennes, également de Jérusalem-Est. Les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui via le Hamas, le djihad islamique, et également la branche islamiste israélienne, pour démultiplier les messages de haine et de violence à un point qu'on ne peut pas imaginer en Europe, ou peut-être que certains l'ont vu, mais très peu se rendent compte de la violence extrême et de la volonté de tuer des juifs, comme aujourd'hui avec cet assassin qui achève ses victimes à la hache et au couteau. Ceci vient d'Internet. Il faut arrêter de bloquer Internet d'abord. Ça c'est la guerre au niveau du cybernétique. La seconde chose, c'est le renseignement. Il faut arrêter, dans l'immédiat, tous les chefs, en Israël d'abord, je dis bien en Israël d'abord, de la Ligue islamiste qui se trouve dans le nord d'Israël, qui a un impact très important dans tout le monde musulman, israélien et palestinien, je dis arabe, israélien évidemment, et palestinien, et faire des arrestations préventives et arrêter, on les connaît tous, le Shabak les connaît, la police les connaît. Et la troisième chose, c'est ce que je crois a dit aujourd'hui le cabinet, de détruire dans une gestion presque immédiate les habitations des familles des terroristes, et pas seulement la famille proche du terroriste, mais arriver bien au-delà du père et de la mère du terroriste. Il faut arriver à des situations très difficiles qui vont certainement ne pas plaire aux Européens ni à la communauté européenne et internationale, mais elles sont fondamentales pour la vie, la survie des Israéliens. Nous ne pouvons pas continuer une telle situation qui ne peut que s'empirer parce que c'est l'islamisme, c'est une sorte de daïchisation de cette jeunesse palestinienne et arabe israélienne qui passe à l'action. Et si vous me permettez, j'ai eu aujourd'hui cette comparaison. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Restez avec nous, Olivier Rafovitch. Je vais vous redonner la parole dans un instant, mais on va aller justement à Jérusalem, puisque vous parliez de ces mesures décidées par le gouvernement israélien, notamment les destructions de maisons. Maxime Pérez est à Jérusalem. Bonsoir, Maxime. D'abord, un mot sur l'atmosphère ce soir à Jérusalem, car c'est vrai que ce matin, il y a eu ces scènes d'horreur. Ce soir, tout semble plutôt calme, Maxime. Oui, on est passé très vite d'un sentiment général de psychose, notamment dans la partie ouest de Jérusalem, où se sont déroulés ce matin les 2 attentats, à une atmosphère beaucoup plus apaisée ce soir, même si évidemment la tension est toujours très présente. Il y a d'importantes forces de police et de temps à autre, on aperçoit les sirènes d'ambulance ou de gardes-frontières, de jeeps de gardes-frontières qui alertent un petit peu les passants. On sent bien que tout le monde est encore sur le quai-vive, mais il faut le souligner, il n'y a pas eu d'autres incidents majeurs à Jérusalem depuis ce matin et ces 2 attentats qui ont donc frappé la capitale israélienne. Alors Maxime, un mot sur ces mesures qui ont été annoncées ce soir après ce cabinet de sécurité tenu par Netanyahou, mesures qui visent donc à renforcer un peu plus la sécurité et puis aussi la punition des familles de terroristes qui mènent ces actions. Oui, on a parlé du retrait de ce droit de résident pour les familles de Palestiniens impliqués ou responsables d'attentats contre des cibles israéliennes à Jérusalem et partout ailleurs. C'est une mesure qui s'accompagne évidemment du processus d'accélération de démolition de ces mêmes maisons de terroristes. On l'a déjà vu en début de semaine dans le quartier
de Jabal Moukaber, et cela avait déjà été annoncé par les autorités israéliennes, mais cette fois, il semblerait que tout cela va être accéléré. Et puis il y a cette décision majeure. Alors on ne parle pas de bouclage de Jérusalem-Est, mais on parle de barrages qui vont être érigés à des points sensibles, des points stratégiques à l'entrée de certains quartiers est de Jérusalem pour des contrôles renforcés. Et puis on parle aussi surtout de la présence et du déploiement de soldats de l'armée israélienne au cœur même des villes israéliennes, du centre-ville de Jérusalem par exemple, autour de la station centrale d'autobus, autour de gares de train par exemple, comme à Tel Aviv. Ce sont des mesures qui ressemblent un petit peu au plan Vigipirate en France, où l'armée tout simplement est utilisée pour des missions de sécurité pour rassurer également la population. Et en tout cas, ce déploiement pourrait intervenir extrêmement rapidement si l'on se fie aux rumeurs qui partent en ce moment de la réunion du cabinet de sécurité à Jérusalem. Merci Maxime Pérez. On vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment en direct de Jérusalem, où donc ce soir pour l'instant tout est calme. Dror Even-Sapir, ces mesures, notamment celles qui visent à accélérer les démolitions de maisons de terroristes, ça c'est une mesure qui est extrêmement, on va dire, controversée, notamment à l'étranger, où Israël a souvent du mal à justifier cela auprès de, par exemple, d'autres pays. Oui, pas seulement à l'étranger, parce que pendant toute une période, pendant une longue période, eh bien, les autorités israéliennes, les autorités militaires israéliennes, le Shabak, les services de sécurité intérieure, étaient parvenus à la conclusion que ce genre de mesures était inefficace. Alors, elles sont réemployées aujourd'hui, un petit peu à contre-cœur de la part des services de sécurité, parce que effectivement, alors le raisonnement qui tient derrière la réactivation de ce genre de mesures, c'est de se dire, voilà, un apprenti terroriste qui sait que s'il passe à l'acte, eh bien, sa famille, ses parents en paieront les frais puisque leur maison sera détruite après l'attentat qui leur est auparavant perpétré, eh bien, c'est censé être dissuasif. Mais encore une fois, depuis la seconde intifada, les services de sécurité sont parvenus à la conclusion que c'était pas vraiment dissuasif et que, au-delà des aspects juridiques et moraux un petit peu problématiques que ce genre de mesures peut entraîner, il y avait véritablement une question sur l'efficacité de ce genre de mesures. Alors, encore une fois, il est tout à fait possible que dans le contexte actuel, ce genre de mesures peut s'avérer efficace. On peut aussi se poser la question sur les gains politiques de ce genre de décision, parce qu'on sent que Benyamin Netanyahou est soumis à la pression non seulement de son électorat, mais de l'ensemble de la population israélienne. Sa stature de champion de la lutte contre le terrorisme a pris très nettement du plomb dans l'aile au cours de ces derniers jours. Les sondages le montrent d'une manière très claire. Il n'est plus considéré comme étant l'homme de la situation pour faire face à des vagues d'attentats terroristes. Donc peut-être que ce genre de décision peut avoir comme effet, non pas de dissuader des apprentis terroristes, en tout cas de rassurer une partie de la population israélienne. Alors je voudrais justement, Olivier Rafovitch, qu'on vienne vers vous. Vous êtes toujours avec nous en duplex de Paris, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Ça a un effet pour vous dissuasif, justement, ces destructions de maisons de terroristes qui vont être beaucoup plus rapides désormais? C'est un effet dissuasif pour des gens qui ont un esprit logique, qui savent qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils passent à l'action. Le problème, encore une fois, je le répète, c'est que il semblerait, je dis bien, il semblerait que cette vague de violence se base et se fonde d'abord sur une jeunesse de Palestiniens des territoires de Jérusalem-Est, mais également des Arabes israéliens, très jeunes, qui sont en rupture avec le système classique arabe, patriarcal, traditionnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu l'intifada, ils sont en rupture avec leur société à eux, ils ont des valeurs qui sont aujourd'hui John le djihadiste qui décapite des hommes en orange en Irak ou en Syrie. Ils ont El Aqsa comme symbole et comme mission à remplir. Le reste n'a aucune importance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sauront, on va leur dire que s'ils passent à l'action, la maison de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leur oncle sera détruite, qu'ils arrêteront. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut comprendre le niveau, le degré énorme et élevé de haine transférée par les réseaux sociaux, le Hamas, le djihad et autres, qui influence cette jeunesse qui est totalement déconnectée de l'appareil classique de contrôle de la famille arabe traditionnelle. C'est très grave parce qu'on perd quelque part ici les leviers de contrôle sur une jeunesse masculine et d'ailleurs également féminine qui est prête à mourir et à tuer des juifs.
Maintenant, vous allez me dire, alors, il n'y a rien à faire. Il va falloir, encore une fois, je vous le dis, ça va être une obligation bloquée, et je pense que le gouvernement va le faire assez rapidement, Internet, Gaza, Israël, les territoires, pour empêcher d'abord la conjonction d'informations et la coordination d'actions, même si elles paraissent individuelles. Une action donne envie à un autre de passer à l'action. Il y a comme une émulation de cette jeunesse qui, encore une fois, voit El-Aqsa, voit le fait de tuer des Juifs comme une mission sainte. Et le drame, c'est que nous ne voulons pas y aller, mais eux sont dans une guerre sainte contre nous, et nous essayons d'avoir les mêmes leviers que nous avions auparavant. Il y aura peut-être un effet, mais ça va être très dur, parce que le leadership classique, Abou Mazen du côté de l'autorité palestinienne, et le Hamas, et là je vous donner un exemple sur le Hamas, n'ont pas la capacité, n'ont pas la volonté, n'ont même plus la capacité d'influencer leur masse. Donc, ils les encouragent à l'action. Il y a 2-3 jours, le 9 octobre, à Khan Younes, le porte-parole du Hamas a tenu un discours d'une violence inouïe devant des milliers de personnes à Khan Younes. Il a brandi un couteau dans sa main, Il a dit qu'il faut tuer les Juifs, il faut tuer ce qu'il a appelé les fils de Sion. Les gens ont crié Allahu Akbar. Cette assemblée a été transmise sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer tout cela, et le résultat c'est aujourd'hui. Et demain, je ne pense pas que ça va s'arrêter si rapidement. Encore une fois, il faut des mesures très fortes, ça va prendre un certain temps, mais dans un premier temps, je crois qu'Israël va devoir passer à la neutralisation judiciaire, et parfois même physique s'il le faut, de ces assassins. Alors, vous restez avec nous, Olivier Rafovitch, évidemment, toujours en duplex de Paris. On va rejoindre maintenant le nord d'Israël, la ville arabe israélienne de Sartnin, où avait lieu cet après-midi un rassemblement important d'Arabes israéliens en signe de solidarité avec Al-Aqsa. Manifestation à laquelle vous avez assisté, Léa Berdugo, bonsoir. Il y avait plusieurs milliers, beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes dans les rues de Sartnin tout à l'heure. Exactement, je me trouve à Sartnin, en plein cœur du secteur arabe, où aujourd'hui, donc, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester et montrer leur soutien aux Palestiniens, alors qu'une vague de violence frappe Israël, la Cisjordanie et Gaza depuis plusieurs jours. Alors, au cours de cette manifestation, plusieurs participants ont brandi des drapeaux palestiniens ainsi que scandé des slogans tels que gloire aux martyrs ou encore nous perdrons notre vie pour toi, Al-Aqsa, car la crainte de ces manifestants est de perdre cette mosquée et de voir l'esplanade des mosquées occupée par des juifs israéliens souhaitant y reconstruire le troisième temple du judaïsme. Alors ici, dans le secteur arabe, la tension reste vive dans de nombreuses villes où depuis plusieurs jours les manifestations sont quasi quotidiennes. Ça a été le cas à Nazareth, à Ramleh ou encore à El-Fahem. Alors aujourd'hui, cette manifestation s'est déroulée sans heurts, mais toutefois la protection policière et la sécurité est renforcée depuis plusieurs jours. Merci Léa Berdugo. On vous retrouvera un petit peu plus tard, toujours en direct de Sartnin. Je voudrais également qu'on fasse un détour par la Cisjordanie, parce que c'est aussi paradoxal, mais il semble que l'atmosphère y soit moins tendue, entre guillemets, que ce que l'on voit par exemple à Jérusalem, même s'il y a chaque jour des affrontements quotidiens. Un mort tout à l'heure à Bethléem lors de clashs justement entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens qui jetaient des cocktails Molotov. Des affrontements également à la frontière avec Gaza, mais on va retrouver tout près de Ramallah Maël Benoliel qui a suivi toute cette journée ces affrontements sporadiques entre manifestants palestiniens et armée israélienne. Maël. Oui, tout à fait, Jean-Charles. Toute la journée durant, les forces de l'ordre israéliennes ont tenté de contenir la colère des jeunes Palestiniens ici, du côté de Ramallah. Alors nous sommes là à un point stratégique de cette ville palestinienne, siège de l'autorité du point de vue Israël, puisque les heurts prennent place tout près de la localité israélienne de Bethel et à une centaine de mètres seulement des bureaux israéliens de l'administration civile des territoires. Aux jets de pierre et de cocktails Molotov des Palestiniens, les gardes-frontières israéliens ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène, mais aussi par des tirs de balles en caoutchouc, dans le but évidemment de disperser la foule.
les forces de sécurité israéliennes chargeant les manifestants par vagues à chaque fois que ces derniers se rapprochent trop de leur position. Quelques blessés légers sont à déplorer côté palestinien, alors que les esprits semblent s'être calmés avec la tombée de la nuit. À noter également que les jeunes palestiniens sont de moins en moins nombreux à prendre part aux affrontements. C'est en tout cas ce que nous dit l'armée israélienne, qui fait part d'une baisse de 50% des affrontements. Autre information importante, Jean-Charles, la non-présence des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Pas un uniforme palestinien ici sur les lieux de cette nouvelle confrontation à Ramallah. À noter toutefois la présence de pompiers palestiniens venus éteindre il y a quelques minutes certains feux allumés par les jeunes manifestants, même si certains irréductibles viennent justement d'en rallumer, comme vous pouvez le voir derrière moi. Merci donc à Maël Benoliel depuis Ramallah, où la situation semble donc rentrer dans l'ordre ce soir. On accueille dans ce studio un nouvel invité, Gilad Alpern. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste israélien. Votre sentiment à vous sur ce qui est en train de se passer, cette vague de terreur qui a pris aujourd'hui une dimension supplémentaire dans le drame avec ces 3 morts à Jérusalem. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un mouvement qui prend de l'ampleur ou qui va s'arrêter parce qu'il n'est pas suffisamment coordonné, comme le disent certains? Même si ça a commencé il y a une semaine, peut-être 10 jours à peu près, c'est toujours trop tôt de savoir dans quelle direction on va. Chaque jour, on a l'impression que peut-être ça va finir, peut-être ça va s'amplifier et devenir quelque chose de plus ressemblant à ce qu'on se rappelle tous d'il y a 12 à 15 ans, la deuxième intifada, où c'était beaucoup plus sanglant que ce qu'on témoigne aujourd'hui. Donc, je ne suis pas un prophète, je n'ai aucune intention de faire de prédictions. Alors, on va parler de ce qui s'est passé à Sartine et de cette grève dans le secteur arabe israélien, Dror Even Sapir, parce que la question, c'est de savoir aujourd'hui comment se positionne la communauté arabe israélienne. Parce qu'on l'a vu, il y a une solidarité avec ce qui se passe, et notamment avec ces auteurs d'attentats. Mais je pense que la réponse à la question, elle est dans votre question. Quand vous dites la communauté arabe israélienne, il n'y a pas une communauté arabe israélienne. Le milieu arabe israélien, il est beaucoup plus divers que la manière dont on présente en général en Israël. Il y a beaucoup de différences, bien évidemment religieuses, entre les musulmans, les chrétiens, les druzes, mais également entre les villageois, les citadins, les bédouins, les différentes affiliations politiques. Vous savez, cette grève générale qui a été lancée aujourd'hui, eh bien, elle n'a pas été suivie par tout le monde. Cette grève générale n'était pas aussi générale que cela, finalement. La plupart des commerces à côté de nos studios à Jaffa, tous les commerces à Jaffa sont restés ouverts aujourd'hui. Même chose à Haïfa, même chose dans d'autres villes mixtes où coexistent, mon an mal an, juifs et arabes. Donc ça, c'est plutôt encourageant, parce que les appels à l'extrémisme, à l'islamisme, ont une réelle influence sur une partie considérable, malheureusement, de la population arabe israélienne, mais pas sur l'ensemble de cette population. Ça c'est une chose. Et puis, deuxième chose, cette vague de violence, elle a malheureusement pour effet d'augmenter les méfiances mutuelles entre juifs et arabes. On a eu encore aujourd'hui le cas d'un juif israélien qui en a poignardé un autre, croyant qu'il s'attaquait à un arabe israélien. Alors on va parler de tout cela dans un instant. On marque une toute petite pause. On revient ici avec tous nos invités, suite de cette édition spéciale. Suite de cette édition spéciale, donc après ces 4 nouvelles attaques perpétrées aujourd'hui en 2 endroits, Jérusalem et Ra'anana, avec un bilan qui est très lourd pour les victimes israéliennes. 3 morts, une vingtaine de blessés, des assaillants qui, pour les 5 d'aujourd'hui, sont tous originaires du même quartier de Jérusalem-Est. Réunion cet après-midi du cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahou qui annonçait des mesures fortes qui sont en train d'être dévoilées. Ce soir, on revient justement sur ce que certains réclamaient, à savoir un bouclage de Jérusalem-Est pour éviter l'infiltration de terroristes depuis cette partie-là de la capitale d'Israël. Léa Volbert. Comment enrayer le cycle de violence qui secoue Israël, la Cisjordanie et tout particulièrement Jérusalem? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réuni ce mardi un conseil de sécurité afin de discuter de nouvelles mesures à adopter. Selon plusieurs médias israéliens, les maisons des terroristes seront détruites dans les 2 semaines. Parmi les autres solutions envisagées, un couvre-feu dans les quartiers sensibles de Jérusalem ou encore le bouclage de Jérusalem-Est. Dans son discours devant la Knesset, Benjamin Netanyahou reste vague.
Nous avons pris une nouvelle série de mesures strictes pour lutter contre le terrorisme. Elles seront mises en œuvre au plus vite. Israël ne se laissera pas faire. En Israël et dans les territoires palestiniens, les attaques à l'arme blanche ou à la voiture bélier sont désormais quotidiennes. Certains parlent d'intifada des couteaux, d'autres estiment qu'il est trop tôt pour évoquer une guerre. Si le Premier ministre israélien établit un parallèle avec les précédentes vagues de terrorisme, il veut avant tout rassurer les Israéliens. Nous avons déjà connu des vagues de terrorisme. Elles n'ont pas atteint leur objectif qui est de nous expulser de cette terre et de détruire notre État. Cette fois non plus, les terroristes n'y parviendront pas. Depuis plusieurs jours déjà, les services de sécurité israéliens sont mobilisés. La ville de Jérusalem et plus particulièrement les quartiers autour de Jérusalem-Est nécessitent souvent du renfort. Les mesures de sécurité restent à un niveau très élevé à Jérusalem et nous évaluons la situation sécuritaire de très près. Nos unités de police, après les 2 attaques terroristes qui se sont déroulées ce matin, continuent de patrouiller dans différents secteurs dans le but d'éviter et de répondre à une nouvelle attaque. Nir Barkat, le maire de la ville, appelle au bouclage de Jérusalem-Est. Naftali Bennett, le leader du parti Foyer Juif, demande quant à lui le confinement de tous les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. En moins de 2 semaines, plus de 30 personnes ont été tuées. Alors, ces mesures annoncées, on en parle évidemment avec nos invités. Gilad Alpern, à votre avis, quelle est la solution, celle préconisée par Netanyahou, par exemple, de détruire plus rapidement les maisons de terroristes, de supprimer les cartes de résidents à leurs familles? Est-ce que ça, c'est la bonne direction pour vous ou pas? Pour moi, je ne sais pas, mais pour Israël en général, on sait bien. Ces mesures ont déjà été annoncées il y a des dizaines d'années. Ils ont déjà été mis en œuvre par Israël. Et en fait, suite à ça, et renoncé par Israël, la raison, c'était pas efficace. Donc, si Netanyahou croit que c'est là qui va résoudre le problème du terrorisme à Jérusalem, je le salue, mais les preuves disent autrement. Alors il y a également un autre sujet de polémique ce soir, c'est l'interprétation que font les Palestiniens de ce qui se passe. Évidemment, c'est totalement à l'opposé de la lecture qu'on en a ici en Israël. Olivier Rafovitch, quand vous entendez ce soir, vous êtes en duplex avec nous depuis Paris, quand vous entendez les Palestiniens dire qu'Israël exécute froidement des Palestiniens en échappant à tout processus judiciaire pour évoquer la situation de ces terroristes qui sont neutralisés, comment vous réagissez ? La vérité avec un profond dégoût. On a affaire à un leadership totalement irresponsable, qui ment à son propre peuple. Le fait d'avoir dès le départ menti en disant que les Israéliens voulaient changer le status quo à Jérusalem et occuper la mosquée d'El-Aqsa a provoqué cette vague de violence. Ils mentent, ils continuent à mentir, ils continuent à intoxiquer leur population, qui, elle, malheureusement, n'a pas la possibilité de cette critique normale d'une société normale. Donc, elle avale cette intoxication, ces mensonges. Et aujourd'hui, encore une fois, nous voyons que, malgré le fait qu'un Palestinien de 13 ans veut assassiner et a presque assassiné un autre enfant juif de 13 ans, et qu'il a été neutralisé, non pas tué, mais neutralisé par les forces de sécurité israéliennes, eh bien, Abou Mazen lui-même dit qu'il a été froidement abattu, donc il est mort, ce qui n'est pas le cas, et qu'il est un martyr. Donc on est dans cette situation malheureuse de mensonges, de politique du mensonge et de croire à ses propres mensonges. Vous savez qu'il y a quelque temps, lorsque un terroriste a assassiné 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, dans la Rehov Gai, dans la rue Gai, eh bien, les avocats, le barreau des avocats des Palestiniens de Judée-Samarie ont déclaré ce terroriste qui avait donc ensuite été neutralisé, avocat honoris causus parmi les avocats palestiniens pour en faire un martyr, pour en faire un avocat. Je veux dire, on est dans une espèce de folie et meurtrière et intellectuelle, je dis bien folie intellectuelle, qui est d'une irresponsabilité gravissime puisque elle amène à la mort de Palestiniens, à la mort d'Israéliens. Elle est engendrée par les leaders palestiniens. Et ce soir, j'entends que l'ONU appelle à un examen sérieux d'Israël par rapport aux mesures que nous prenons face aux Palestiniens. J'espère que l'ONU va appeler ce soir le leadership palestinien à un examen sérieux de sa politique de propagande anti-israélienne et de haine qui favorise cette violence. Nous sommes dans 2 poids, 2 mesures, et encore une fois, Israël est au banc des nations, mais croyez-moi, les Israéliens aujourd'hui
en ont assez de cette situation. On ne peut pas tuer froidement des Israéliens dans la rue, on ne peut pas les finir à la hache ou au couteau comme aujourd'hui, et les mesures qui vont être prises par Israël seront pas du tout, entre guillemets, sympathiques pour l'Europe ou pour le monde, mais elles sont pour nous une question de survie, et je pèse mes mots, parce que cette guerre-là ressemble à un film d'horreur où, vous savez, il y a ces zombies comme ça qui sortent dans la rue et qui tout d'un coup deviennent des tueurs et qu'il faut neutraliser. Eh bien, ces assassins qui d'un coup, avec un couteau, avec une hache, deviennent des tueurs, ce sont des zombies que nous allons devoir malheureusement à chaque fois neutraliser avant qu'ils nous tuent. Et cette politique aujourd'hui israélienne va être très dure, croyez-moi, mais elle est pour nous une obligation, et que le monde n'aime pas, ou que le monde critique, ou nous pense que nous ne sommes pas un pays, très sympathique, mais en tout cas, nous ne voulons pas être des juifs morts que le monde aimera. Nous voulons être un pays avec des juifs vivants, et peu importe si le monde nous aimera moins, mais ce soir, c'est une question pour nous de vie et de mort dans le plus précis du terme. Merci Olivier Rafovitch. Gilad Alpern. J'ai un petit mot sur ce mensonge qu'Israël veut changer le statu quo à Aqsa. C'est peut-être un mensonge. Moi, je crois au Premier ministre quand il est dit. Mais je me demande pourquoi les Palestiniens peuvent le croire. Parce que d'abord, il a dit qu'il est pour une solution de 2 États. Bon, ça, on ne sait pas dans quelle mesure il était sincère. Mais aussi, il y a des ministres très haut placés dans le cabinet de Netanyahu lui-même, la ministre de Culture Miri Regev, le ministre de l'Agriculture Uri Ariel, qui ont, dit eux-mêmes qu'ils veulent changer, qu'il faut changer le statu quo à Aqsa. Eux, ils ont entré dans l'enceinte du mont de Temple pour faire une déclaration politique dont au moment où la croyance entre les deux côtés est si faible, moi je ne sais pas dans quelle mesure les Palestiniens peuvent croire Netanyahou quand il le dit. Il n'y aura pas de changement, il l'a encore dit, Netanyahou, du statu quo. C'est vrai qu'il y a certains ministres, et non des moindres, du gouvernement actuel qui sont en faveur du changement du statu quo sur le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Mais changer le statu quo, ça ne signifie pas forcément vouloir reconstruire le 3e temple, se débarrasser de la mosquée d'Al-Aqsa. Et ça, c'est le scénario qui est dans la tête, malheureusement, des jeunes terroristes palestiniens qui sont passés à l'acte au cours de ces 2 dernières semaines. Changer le statu quo pour ces ministres du gouvernement israélien, ça signifie laisser aux juifs israéliens la possibilité de prier sur le mont du Temple. Alors on peut considérer tout à fait que c'est allumer l'étincelle à un baril de poudre, et effectivement cette région est cette zone du mont du Temple est ultra sensible. On peut aussi considérer qu'entre prier, avoir le droit de prier pour des juifs sur le mont du Temple d'une part, et vouloir, d'autre part, forcément détruire la mosquée d'Al-Aqsa et construire un éventuel 3e temple, il y a tout de même un espace considérable. C'est vrai, par contre, que le mont du Temple est devenu une espèce de référence à la fois nationaliste et religieuse au cours de ces dernières années. Du côté palestinien et du côté israélien, il y a eu un phénomène parallèle. Lorsque les jeunesses du Likoud, délégation des jeunesses du Likoud, qui est un parti en principe qui n'est pas un parti religieux, choisissent effectivement, contre l'avis d'ailleurs de Benjamin Netanyahou il y a quelques semaines, de se rendre sur le mont du Temple. C'est l'indication que cet endroit a connu une évolution et est devenu de plus en plus central dans le système de référence et de symbole d'une partie de la classe politique israélienne. Gilad Alpern. Oui, tout à fait. Mais moi, je crois au Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais selon son histoire très longue de mensonges, il faut vraiment faire plus que parler pour restaurer la confiance Quand il dit qu'il ne veut pas modifier le statu quo, il l'a dit à plusieurs reprises, notamment suite à la demande du roi Abdallah de Jordanie, je pense qu'on peut le croire. On peut le croire parce que Benjamin Netanyahou est quelqu'un
c'est un idéologue, mais c'est également quelqu'un de très pragmatique, et c'est quelqu'un qui a toujours été réticent à l'usage de la force militaire. Il sait très bien, ici est lui-même brûlé les doigts un petit peu lors de son premier mandat de Premier ministre, avec l'histoire du tunnel justement qui était causé sous l'esplanade des mosquées au mont du Temple. Ça avait suscité à l'époque une série d'émeutes et de violences. Donc il sait très bien son premier mandat. Au cours de son premier mandat, oui. Donc il sait très bien que on ne peut s'approcher de cette zone qu'en marchant sur des œufs. Donc lorsqu'il dit, Netanyahou, qu'il n'est pas question de changer le statu quo sur le mont du Temple, je pense qu'on peut effectivement le croire, contrairement d'ailleurs à l'avis d'une partie effectivement de sa coalition et de son propre parti qui eux sont en faveur d'un changement. Mais le mont du Temple, on sait bien, c'est juste un prétexte. C'est qu'on voit vraiment la conclusion qu'on peut tirer maintenant, c'est l'effondrement de cette illusion de la gestion du conflit. Pour maintenir la paix, pour maintenir le calme, il faut faire des mesures plus de longue durée que juste... Même si, encore une fois, effectivement, le credo de Benjamin Netanyahou et de la plus grande partie de la droite israélienne, c'est que le conflit ne peut pas être résolu, mais qu'il est gérable, qu'on peut le gérer. C'est une chose. Le problème, c'est que je vois mal, dans une situation très hypothétique, de retour à la table des négociations, je vois mal les candidats aux attentats terroristes renoncer à passer à l'acte et renoncer à vouloir tuer des Israéliens et des Juifs parce qu'Israéliens et Palestiniens négocient. C'est pas du tout dans leur préoccupation, les négociations israélo-palestiniennes. Et ce qui les préoccupe, c'est effectivement le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Alors on verra comment tout cela évolue. Merci en tout cas Dror Even-Sapir. Merci à vous Gilad Alpern, journaliste israélien. Merci à Olivier Rafovitch, colonel de réserve qui était en direct de Paris. D'autres invités vont nous rejoindre dans un instant. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'un des effets de cette vague d'attentats sur la société israélienne. C'est cette psychose qui s'empare d'une partie de la population qui se précipite chez les armuriers pour avoir bien de quoi se défendre et puis qui va surtout apprendre à se défendre, à prévenir une éventuelle attaque au couteau, puisqu'on l'a vu, quasiment tout le pays peut être concerné à un moment ou à un autre. Reportage à Tel Aviv, signé Julia Ganancia. Cette boutique de produits d'autodéfense ne désemplit pas ces derniers jours. Spray poivré, pistolet paralysant et matraque télescopique, entre 44 et 350 shekels, Tal a vendu la valeur des stocks de 3 semaines en l'espace d'une journée. À partir du moment où cette vague de violence a débuté, nous avons vu une augmentation de nos ventes très significative en ce qui concerne les articles d'autodéfense, en particulier les bombes lacrymogènes. La bombe lacrymogène, le produit phare de ce magasin. Il s'est vendu plus de 100 bombes en une seule journée. Les clients viennent de tous les horizons, des hommes, des femmes, des adolescents et même des personnes âgées. Ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les lieux, mais la situation sécuritaire les a incités à pousser la porte. La situation en Israël fait très peur en ce moment et j'ai ressenti le besoin d'avoir quelque chose de plus sur moi en permanence. Je pense qu'une bombe lacrymogène, c'est le bon choix, même si je ne suis qu'à Tel Aviv et pas à Jérusalem. Parmi tout ce que propose le magasin, un nouvel article commandé à la demande des clients, ce gilet pour se protéger spécialement des coups de couteau. Et ce n'est pas tout, sur les réseaux sociaux, des messages d'un nouveau genre se multiplient. Des professeurs de combat proposent aux internautes des cours pour se défendre en cas d'attaque. À la Red Shark Academy, un cours gratuit et ouvert à tous est organisé compte tenu des circonstances. L'objectif, maîtriser quelques méthodes pour avoir les bons réflexes en cas d'attaque au couteau. Et avec l'actualité, on voit toutes les agressions, on voit tout ce qui se passe. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur Internet, sur Facebook, avec des agressions au couteau. C'est pour ça que toutes les personnes à l'heure actuelle s'entraînent et se préparent au maximum au cas où quelqu'un leur veut du mal, attaque eux ou même leur famille. Premier impératif à respecter, rester attentif aux personnes alentours dans les lieux publics. Selon les professionnels de l'autodéfense, les assaillants préfèrent s'attaquer à des cibles faibles. Elle peut me trancher la gorge. Ok ? Donc tu mets ton bras justement pour te coller à elle, pour pas qu'elle puisse revenir. C'est force contre force et après tu avances. Ici, l'ambiance est détendue mais studieuse. Les élèves refusent de céder à la panique mais veulent être préparés au pire. C'est utile, moi je pense. C'est mieux de savoir ce qu'on peut faire au lieu de rien faire.
Si je ne me sauve pas, je peux peut-être sauver quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si dans une situation réelle, j'arriverai à reproduire ce que j'apprends là. Ça dépendra de mes instincts sur le moment. Je préfère courir si je suis tout seul, mais sinon, je pourrais au moins aider. En Israël, les attaques au couteau se multiplient et s'intensifient depuis une dizaine de jours. Et la plupart des terroristes sont maîtrisés par des civils témoins qui agissent spontanément. Alors justement, et ça se vérifie hélas chaque jour, hein, des interventions de témoins de ces attaques. C'était le cas aujourd'hui à Jérusalem. On va rappeler d'ailleurs tout de suite à Jérusalem Maxime Pérez qui est sur place. Maxime, on le disait, situation calme hein, ce soir pour une fois à Jérusalem. Quelle est l'atmosphère justement dans cette ville où on voit justement que chacun est sur ses gardes et peut être amené à intervenir sur eh bien, la scène d'une attaque? Oui, ce soir, on a le sentiment que la tension est nettement retombée à Jérusalem, et notamment ici, autour de la vieille ville, autour de cette porte Damas qui a été le théâtre de tant d'attaques au couteau ces derniers jours. Près de la moitié des attaques à l'arme blanche ont été perpétrées dans ce périmètre et dans la rue adjacente qui mène quasiment à l'entrée de quartier ouest de Jérusalem, majoritairement peuplé par des Juifs. Ce que je peux vous dire, c'est que on aperçoit toujours autant de policiers et de gardes-frontières en faction. Et ce qu'on aperçoit, ce qui est peut-être un petit peu nouveau depuis quelques heures, ce sont des Juifs, des fidèles Juifs, des habitants juifs de la vieille ville qui sortent et qui rentrent à l'intérieur des murailles escortés par des gardes de sécurité appartenant vraisemblablement à des sociétés privées de sécurité. C'est un phénomène qui n'est pas foncièrement nouveau en Israël, mais en tout cas ici à Jérusalem, cela prouve que les habitants ont certainement pris des mesures, en tout cas ceux qui sont le plus exposés au risque d'attentats comme dans la vieille ville où on sait que des familles juives vivent au milieu de familles musulmanes. Partout ailleurs, vous le savez, les autorités israéliennes ont annoncé des mesures d'exception, notamment le déploiement de l'armée israélienne. Et ce soir, une source policière nous annonce que depuis ce matin, en réalité, ces mesures ont été anticipées, puisqu'on signale que des détachements de l'armée israélienne auraient été positionnés il y a quelques heures aux abords de villages palestiniens adjacents à Jérusalem. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Jérusalem. On va aborder maintenant l'un des sujets qui est très lié à cette vague d'attentats, à savoir cette incitation à la haine, notamment via les réseaux sociaux. On va en parler avec vous, Sacha Dratois. Bonsoir. Vous êtes dans la communication, hein, dans les relations publiques de profession, et vous êtes surtout l'ancien responsable des médias sociaux pour l'armée israélienne, pour le pôle francophone. Merci d'être là. Avec nous également Rudy Saada, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste justement des réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'on s'est demandé quel rôle jouait justement Internet dans ce que l'on appelle cette vague de terreur qui frappe actuellement Israël. En tout cas, c'est indéniable. Il y a une relation de cause à effet entre les selfies et les vidéos postées par les émeutiers, les jeunes palestiniens, et la recrudescence des attentats. Il y a même des observateurs qui parlent d'une tentative finalement d'imitation des méthodes du printemps arabe, dans le fait de prendre énormément de photos et aussi de partager des informations et aussi de se localiser. Mais en tout cas, dans cette montée de fièvre, on a beaucoup parlé du rôle de YouTube. Les autorités israéliennes, mercredi dernier, dans une lettre, ont accusé la plateforme vidéo de relayer des vidéos de propagande. Ces vidéos ont été retirées depuis, mais le fait qu'elles soient retirées, finalement, ne change rien, ou en tout cas presque rien, car l'incitation la plus impactante, elle se fait ailleurs. Ça se fait dans des vidéos non montées, brutes de décoffrage, des selfies des auteurs avant de commettre les attentats, ou même de leur corps inanimé. Et nombreux d'ailleurs sont les jeunes palestiniens qui changent leur photo de profil pour la remplacer par une photo de martyr. Alors, il y a un lien sans doute aussi avec le fait que via ces réseaux, eh bien, les utilisateurs sont peut-être les auteurs et ils sont eux-mêmes très jeunes. Oui, parce que là c'est quasi mécanique. Plus les esprits sont jeunes, plus ils sont connectés, mais aussi plus ils sont sensibles à ces images et à tous ces discours. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que là, le mythe du martyr ne se construit pas par la télévision, mais il se construit de la base chez des jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. Ils n'ont plus finalement même plus besoin de YouTube et de Facebook. Ils communiquent ces vidéos et communiquent ces messages par WhatsApp et par d'autres réseaux.
Alors comment faire justement, comment les autorités font pour lutter contre ce phénomène? On en a parlé hier, la fameuse suppression des vidéos. Alors pour faire supprimer ces vidéos, il n'y a qu'une seule manière de le faire et les autorités israéliennes le demandent aux internautes, c'est tout simplement de les signaler, toutes ces vidéos qui incitent à la haine. C'est la seule manière efficace de pouvoir les supprimer. Impossible de créer un algorithme qui en amont pourrait faire ce travail. Il y a un cabinet de crise s'est réuni cet après-midi justement sur cette question de comment endiguer cette montée de fièvre sur Internet. Et là, on parle pas d'une réponse rapide, mais on parle plus d'une réflexion vraiment sur le long terme. Alors, vous restez avec nous, Rudy. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que vous suivez de près, évidemment, tout ce qui se passe sur les réseaux, Sacha Dratoy, et vous avez constaté, vous aussi, cette campagne d'incitation? Vraiment, c'est une campagne qui a commencé il y a assez longtemps. C'est pas une campagne qui a commencé il y a 2-3 jours. Ça a commencé il y a plus d'1 an ou 2 par le djihad islamique qui a développé l'idée que les Juifs allaient prendre contrôle de cette mosquée, alors que c'est complètement faux. On peut le voir sur des comptes Twitter où ils ont développé des graphistes et des infographistes sur le fait que les Juifs allaient prendre contrôle de la mosquée d'Al-Aqsa, ce qui est complètement faux. Mais le réel problème, c'est qu'il n'y a personne pour contrer cette information. Que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, personne vient parler chez les Palestiniens, personne vient leur donner un message de paix, personne leur explique le fait qu'on ne va pas changer le status quo, et il faut le faire en arabe. Il faut parler à ces jeunes qui cherchent. Ils veulent se faire écouter, ils veulent recevoir des informations, mais ils n'en reçoivent pas. Que ce soit du Fatah, que ce soit du Hamas et que ce soit d'Israël. Donc si on prend des mesures, il faut prendre tout d'abord une mesure de discussion. Il faut pouvoir expliquer quel est notre côté, qu'est-ce que nous on pense et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc comme on prend des mesures de sécurité sur le terrain, il faudrait le faire sur l'autre terrain, qui est le terrain des médias, des new médias et des social médias en fait, où on n'a pas encore vu de mesures, on a vu de la réflexion, mais que la réflexion on ne va pas aller très loin, il faut le faire tout de suite et rapidement. Ouais. Alors il y a des cellules, on l'a dit, qui sont mises en place par l'armée. Ça vous semble suffisant, ça, justement, que le gouvernement mette en place peut-être un réseau, mobilise peut-être de l'énergie au sein de son armée pour lutter contre cela? Ça fait partie, c'est une des phases qu'il faut passer, l'armée doit le faire, mais ce n'est pas la responsabilité uniquement de l'armée. On ne peut pas tout mettre sur l'armée à chaque fois. Il y a la police, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère du Premier ministre, et quelqu'un doit contrôler en fait cette asbara, cette propagande qui est sur le web, et doit essayer de trouver des solutions sur le fait qu'il y a des gens qui parlent. Il faut leur parler, il faut ouvrir ces discussions. Maintenant, c'est plus complexe que ça, puisque une fois qu'on efface une vidéo de YouTube, elle se retrouve sur WhatsApp. Et là, sur WhatsApp, on ne sait pas contrôler. Et puis, une fois que c'est plus des vidéos, c'est des infographies, c'est des photos comme Rudy l'a dit juste avant. Donc, c'est plus complexe qu'effacer une vidéo. Je pense que réellement, effacer une vidéo ne nous amène à rien. Il faut aller plus loin dans notre réflexion, il faut réellement être actif. Et pas demain, ce soir, il faut s'asseoir, il faut tweeter. Et il faut participer aux débats qui sont sur le web, puisque hier soir, on l'a vu, ils ont lancé une manifestation virtuelle en utilisant le hashtag Save Al-Aqsa. Et personne n'a intervenu, sauf quelques organisations pro-israéliennes, mais personne au nom du gouvernement est venu passer l'idée qu'on n'allait pas prendre Al-Aqsa. Et il faut l'arrêter, puisqu'on a vu les événements d'aujourd'hui qui sont dus en fait à ce qui s'est passé hier soir sur le web. On a vu vraiment une journée de terreur. Et hier soir, on a eu une réelle terreur sur le web. Alors, Rudy Saada, c'est vrai que cette guerre des images, alors elle prend une autre forme maintenant, parce qu'on diffuse toutes ces images sur Internet, c'est ce qu'on voit, et ça va très vite, ça se propage à une vitesse incroyable. Oui, et alors sortir son smartphone, c'est devenu quasiment, et de le mettre instantanément, mettre la vidéo instantanément sur Internet, c'est devenu un véritable réflexe. Quelques minutes après chaque attaque, on voit apparaître sur YouTube les premières scènes de l'attaque filmées donc par ces téléphones, et c'est assez dangereux. On va prendre l'exemple de ce matin, attentat à la voiture bélier à Jérusalem. Alors on a vu apparaître non pas une mais deux vidéos qui donnent deux visions différentes de la scène, et puis on en verra une troisième juste après, mais je vous laisse regarder déjà les deux premières versions qui sont arrivées à peine 1 heure après l'attaque. Le problème, c'est que ces vidéos sont partielles et donnent lieu à toutes les interprétations. Alors plus tard dans la journée, évidemment, on a vu ces images au début de ce grand direct, eh bien viennent les images de vidéos de surveillance qui, elles, montrent l'attaque dans son ensemble et qui changent un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de cette scène, ce qui montre finalement que c'est très dangereux à géométrie variable. Ouais, et c'est vrai que la version finale, on l'a vu tout à l'heure, est extrêmement violente. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Ça, on ne peut pas l'empêcher de circuler, c'est interprété différemment de part et d'autre, côté israélien.
israélien ou côté palestinien, Sacha Dratoua? Ce qu'il faut faire, bon, premièrement, il faut, comme j'ai dit juste avant, il faut commencer à parler avec les Palestiniens sur Twitter. Il faut commencer à relier les informations et notre côté des informations et toute l'histoire de chaque situation. On est assez intelligent en Israël, on a les renseignements israéliens qui savent exactement quelle vidéo a été filmée où. Il faut pouvoir retrouver les vidéos, les diffuser entièrement en arabe, en français et en anglais, puisqu'en fin de compte, c'est pas que sur le monde arabe que ça passe après sur la BBC, sur CNN, et ils voient uniquement partiellement en fait chaque événement. Et donc là, il faut reconstituer chaque histoire, la redévelopper et la rediffuser officiellement au nom d'Israël, puisque les médias internationaux suivent cette histoire seulement partiellement. Alors, Emmanuel Narshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, est en ligne avec nous. Bonsoir. Vous avez obtenu le retrait par YouTube de ces vidéos dites violentes. C'est suffisant pour vous, justement ? Non, c'est pas suffisant. Je crois que ce n'est que le début d'une lutte qui va durer très très longtemps, parce qu'en fait, pour chaque vidéo qui a été enlevée, il y en a des nouvelles. On voit en fait que les Palestiniens, alors que ce soit des jeunes Palestiniens de manière indépendante ou bien l'autorité palestinienne, produisent en permanence de nouvelles vidéos. Donc il faut une vigilance permanente et il faut s'adresser en permanence à YouTube et à Facebook pour qu'ils enlèvent ces vidéos au fur et à mesure. Ouais. La haine aujourd'hui joue un rôle dans ces attaques, vous en êtes convaincu ? Nous en sommes convaincus et nous savons parfaitement et pertinemment que la haine sur les réseaux sociaux, les encouragements à la violence jouent un rôle très très important dans ce qui est en train de se passer maintenant. C'est des jeunes qui s'encouragent les uns les autres et on voit le résultat. Merci Emmanuel Narshon pour ce témoignage en direct. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, donc à propos de ces images, évidemment ces images d'incitation et puis ces vidéos, des scènes d'attentats. Ça vous choque qu'on diffuse comme ça parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux très vite. C'est de la propagande, donc je pense que c'est des choses qui devraient arriver. Je ne suis pas étonné et je vais vous dire la vérité, je suis étonné d'aucune vidéo, d'aucune photo que j'aurais vue. C'est des choses qu'on aurait pu imaginer à l'avance, on aurait pu les trouver. Il suffisait juste de se préparer pour les situations de crise. Donc maintenant, on a des gens qui sont en charge de la diplomatie publique d'Israël. Ils auraient dû prendre les choses en compte et se préparer en fait à ces événements. Merci Sacha Dratoua d'être venu dans ce studio. Merci Rudy Saada. Nouveau journal. Dans un instant, on se retrouve tout à l'heure avec un invité. Suite de cette édition spéciale évidemment liée à cette vague de terreur qui s'abat sur Israël. Avant de retrouver un petit peu plus tard nos envoyés spéciaux évidemment sur le terrain, je reçois dans ce studio Gilad Sher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes l'ancien directeur de cabinet d'Ehud Barak, ancien Premier ministre, et vous êtes directeur du département négociation à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité en Israël. Alors négociation, c'est le mot qui manque finalement, peut-être pour expliquer tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est, à votre avis, Gilad Sher, aujourd'hui confronté à cette vague de violence parce qu'il n'y a plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens ? Écoutez, cette vague que nous ne savons pas où elle va nous mener, soit à une troisième intifada, soit une vague qui va quand même s'abaisser au fur et à mesure que le temps passe. Nous voyons, si vous voulez, quotidiennement maintenant des attentats terroristes par des jeunes qui ont subi un lavage de cerveau palestinien, qui font ce qu'ils sont, si vous voulez, poussés à faire. C'est un conditionnement un petit peu. Voilà, exactement. Pour tuer, pour blesser, si vous voulez, des Juifs, des Israéliens, des citoyens. Moi, je pense quand même que quand on a un processus, même peut-être pas un processus de paix, si vous voulez, nécessairement, mais un processus politique qui avance vers quand même une certaine condition de deux États pour deux peuples, si vous voulez, vers cet objectif. Ça donne aussi une certaine mesure de sécurité pour Palestiniens et Israéliens à la fois. Et là, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à la situation qui explose. Et ces attentats, c'est parce que quoi ? Est-ce qu'on peut dire que Netanyahou est responsable ou Abbas
de cette situation aujourd'hui? Est-ce que le fait que les deux hommes ne parviennent plus à se mettre autour d'une table est la cause de ce qui arrive aujourd'hui? Moi, je ne vois pas beaucoup de sens, si vous voulez, en regardant qui est plus responsable que l'autre. Le fait est que ce qu'on raconte, si vous voulez, dans le monde arabe et à travers les chaînes sociales, sur ce qui se passe par exemple au mont du Temple, le changement du status quo qui n'a été jamais fait, c'est une amalgame, c'est vraiment une manipulation des faits. Donc ce n'est pas du tout la responsabilité de Netanyahou. En ce qui concerne le processus politique, moi je pense qu'il est temps que les deux dirigeants se mettent face à face, tête à tête, pour discuter l'avenir israélo-palestinien pour les générations à venir, et pas seulement pour si vous voulez, le magazine télé de ce soir. Il y a une hypothèse aujourd'hui qui ressurgit de plus en plus, puisqu'on voit qu'on est face à vraiment une situation où les deux peuples, finalement, juifs et arabes, se regardent un petit peu comme des ennemis. On se dit finalement, est-ce que la séparation n'est pas aujourd'hui obligatoire entre Israéliens et Palestiniens, et qu'on ne peut plus finalement envisager d'autres hypothèses et attendre éternellement? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la preuve qu'il faut séparer Israël et Palestiniens? Pour moi, il ne faut pas me convaincre que c'est ce qu'il faut pour avoir deux États, pour deux peuples, avec une frontière entre ces deux États, soit une frontière qui est selon l'aspiration israélienne, et ce qui a été d'ailleurs négocié au passé, si vous voulez, une annexion de plus ou moins 5, 6, 7% du territoire de la Cisjordanie, contre un swap, un échange de territoire avec les Palestiniens, pour avoir un État démilitarisé, palestinien mais souverain, et l'État d'Israël comme un État du peuple juif, l'État démocratique du peuple juif, avec une majorité juive, mais en respectant les minorités comme égales. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette minorité arabe israélienne aujourd'hui a de quoi se plaindre de son sort, parce qu'on voit qu'ils sont en train de prendre fait et cause pour les Palestiniens en disant finalement nous on est traités comme des citoyens de deuxième zone, on n'a pas le même traitement que les autres Israéliens. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison de se plaindre, comme on a vu aujourd'hui cette grève générale qui a occupé le secteur arabe israélien? C'est une question qui est totalement séparée de la question israélo-palestinienne. C'est si vous voulez, une question qu'il faut traiter d'une façon interne, israélienne interne, et pas en regardant, si vous voulez, du côté est de l'Israël. Mais il faut poser la question aux citoyens arabes. Est-ce que vous voulez faire partie de l'État palestinien quand cet État est établi, oui ou non? Vous aurez une réponse tout à fait monolithe, si vous voulez. Non. Nous restons en Israël. Alors, voilà, si vous voulez, 90% de la réponse. Ouais. Alors, il y a une question qui reste à trancher, évidemment, c'est celle de Jérusalem, et c'est d'ailleurs le problème du jour, puisqu'on a vu que le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a dit il faut peut-être séparer maintenant et bloquer les quartiers est de Jérusalem pour la sécurité des habitants juifs de la partie ouest. Est-ce que ça vous semble être la solution aussi? Il faut couper cette ville en deux, parce que ce sera un jour nécessaire pour les deux États? Il faudra faire une séparation à Jérusalem, éventuellement. Il faudra faire une séparation entre les quartiers, si vous voulez, juifs israéliens et les quartiers qui sont des quartiers musulmans palestiniens. Mais sur la vieille ville, qui est l'endroit qui déclenche toute cette vague d'hostilité et de violence, sur la vieille ville, il faut trouver une solution comme celle qui a été proposée par le Premier ministre Olmert en 2008
à Mahmoud Abbas, un régime spécial, une gouvernance spéciale sur la vieille ville, qui n'est ni israélienne ni palestinienne, sans, par ailleurs, si vous voulez, dénoncer les aspirations de cette partie ou de l'autre. Et je pense qu'éventuellement, dans un statut final, dans un accord qui soit un accord qui est très difficile à s'imaginer ces jours-ci, nous aurons Jérusalem, Yerushalayim, très très grande, si vous voulez, la plus grande ville de Jérusalem juive dans l'histoire juive, Yerushalayim, et Al-Quds à côté de Jérusalem, mais sur la vieille ville, un régime spécial avec un mandat spécial international. Bon, on en est très loin, effectivement, vous le dites ce soir, parce qu'il se passe évidemment ces événements. Vous avez l'impression que c'est quelque chose de très différent des intifadas passées, ce qui est en train de se passer là, c'est qui peut prendre encore beaucoup d'ampleur, ou est-ce que ça peut s'arrêter aussi très vite? J'espère que ça va s'arrêter le plus vite possible, et pour ça, il nous faut le leadership et le leadership international et le leadership local de Netanyahou et d'Abbas. Merci beaucoup, Gilad Sher, d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de cabinet d'Ehud Barak. Merci à vous. Merci. Et on va retrouver maintenant nos envoyés spéciaux. Tout d'abord, dans le nord d'Israël, la ville arabe israélienne de Sakhnin, où avait lieu aujourd'hui cette manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers d'Arabes israéliens qui avaient appelé à une grève en solidarité avec Al-Aqsa. Léa Berdugo, vous êtes sur place. Pas d'incident à signaler, mais en tout cas une forte mobilisation aujourd'hui. Exactement, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Aucun heurt n'a éclaté entre les forces de police et les manifestants. Ils étaient environ 20 000 à protester aujourd'hui et à montrer leur soutien avec les Palestiniens après cette vague de violence qui frappe Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Alors au cœur du cortège, on a vu de nombreux drapeaux palestiniens qui étaient brandis et des slogans scandés tels que gloire aux martyrs ou encore nous donnerons notre vie pour toi Al-Aqsa, car l'une des craintes des manifestants est que le statu quo qui règne autour de l'esplanade des mosquées ne change. Alors vous l'avez dit, la manifestation s'est déroulée dans le calme, mais il y a eu une forte mobilisation. Cette manifestation a été faite à l'appel du Haut Comité pour les Arabes d'Israël. Je vous rappelle que les Arabes israéliens constituent environ 20% de la population du pays. Alors ici, dans le secteur arabe, la tension reste vive. Dans plusieurs villes de secteur, notamment Nazareth, Ramleh ou encore Oum el-Fahem, les manifestations sont quasi quotidiennes et par crainte de débordement, les services de sécurité israéliens ont accru leur vigilance. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Sakhnin. Et puis pendant ce temps-là, à Gaza, cet après-midi, encore une fois, des dizaines de manifestants venus donc de la bande de Gaza ont tenté et ont même réussi parfois à pénétrer en territoire israélien après avoir franchi de force les clôtures de sécurité. L'armée israélienne a dû intervenir pour refouler ces manifestants. Il y a eu une trentaine de blessés parce que toute la situation reste là-bas également très tendue. En Cisjordanie maintenant, là aussi, baisse relative de la tension observée ces derniers jours, mais il y a toujours des affrontements. Et d'ailleurs à Bethléem par exemple, un Palestinien qui tentait de lancer un cocktail Molotov sur des soldats israéliens a été tué après avoir été visé par des soldats. Il y a eu des affrontements également du côté de Ramallah. Reportage justement de nos envoyés spéciaux, Maël Benoliel. Pour le 7e jour consécutif, ces jeunes Palestiniens s'apprêtent à manifester leur colère. Derrière leurs barricades, ils embrassent des pneus, lancent des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de sécurité israéliennes. À côté, les ambulances palestiniennes sont prêtes à intervenir, non loin des journalistes présents pour couvrir les événements. Des violences dans toute la région et notamment ici à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, tout près de l'implantation israélienne de Bethel. J'espère qu'il y aura une 3e intifada. Nous soutenons notre peuple qui se bat pour Al-Aqsa et pour notre peuple qui est là-bas. Au départ, la police faisait preuve de retenue, mais à présent, les gardes-frontières n'hésitent plus à charger les manifestants
Le but, disperser la foule et empêcher les plus violents de gagner du terrain en direction des bureaux israéliens de l'administration civile dans les territoires. Pourtant, ce commerçant, piégé au cœur de la confrontation, ne semble pas inquiet. Toute la ville et tous les magasins sont fermés, il n'y a pas de commerce. Regardez, tout est fermé. Certains au village veulent que ça s'arrête. Mais moi, je n'ai pas peur, je veux que ça continue. Il n'y a qu'en faisant la guerre qu'on y arrivera. Et pendant que les premiers blessés de la journée sont transportés vers l'hôpital, les journalistes tentent d'éviter les jets de pierre d'un côté et les gaz lacrymogènes de l'autre. C'est évident que c'est très dangereux ici. C'est un terrain difficile pour travailler. Mais on doit s'efforcer de donner l'information. Il faut faire son maximum pour que le travail soit fait. Mais que ce soit ici à Ramallah ou ailleurs dans la région, cette nouvelle journée de violence est marquée une fois de plus par l'absence des forces de l'ordre palestiniennes. Voilà donc pour Ramallah, retour à présent à Jérusalem après cette journée marquée donc par ces attentats meurtriers, 3 morts, une vingtaine de blessés dans 2 attaques séparées à Jérusalem. On retrouve Maxime Perez sur place. Rebonsoir Maxime. Ce soir donc tout a été calme, en tout cas pour l'instant, mais donc ces mesures qui sont annoncées ce soir pour rassurer les habitants de Jérusalem, mesures de sécurité annoncées. Oui, on peut quasiment parler de plan Vigipérate israélien avec pour la première fois le déploiement de l'armée israélienne au cœur du centre-ville de Jérusalem. Il ne s'agit plus seulement de la vieille ville, des murailles de Jérusalem où il y a eu beaucoup d'attentats, notamment ici dans ce secteur de Damas, mais bien de lieux sensibles comme la gare centrale d'autobus, la gare de train, des chantiers où sont affectés, employés des ouvriers arabes ou palestiniens. Tous ces lieux où il peut y avoir évidemment des frictions, des attentats. Voilà pour les mesures qui sont envisagées à Jérusalem. Le cabinet de sécurité n'a toujours pas terminé ses débats. Les discussions ont été engagées vers 16h30 cet après-midi et se prolongent en ce moment même. Il y a également des mesures qui ont été prises autour de Jérusalem avec depuis ce matin des renforts de troupes selon la police israélienne à l'entrée de villages palestiniens adjacents à Jérusalem. Donc on le voit bien, ce dispositif de sécurité qui va continuer à prendre de l'ampleur et qui pourrait être maintenu encore de très longs mois jusqu'à ce que la situation se calme sur le terrain. Il faut préciser pour terminer Jean-Charles que l'armée israélienne a également décidé ce soir du déploiement de 2 bataillons supplémentaires en Cisjordanie et de 2 autres bataillons d'infanterie aux abords de la bande de Gaza suite aux débordements qui se sont déroulés près de la frontière tout à l'heure avec cette intrusion de manifestants palestiniens. Merci Maxime Perez, donc en direct de Jérusalem. Voilà donc ce que l'on pouvait dire après cette journée donc marquée par ces 4 attaques à Ranana et à Jérusalem qui ont fait donc 3 morts et une vingtaine de blessés côté israélien. 5 terroristes palestiniens tués ou blessés à chaque fois et qui venaient tous du même quartier de Jérusalem-Est, d'où donc ces mesures annoncées que nous détaillait à l'instant Maxime Perez. Fin de cette édition spéciale, mais évidemment, à tout moment, on revient au cas où il se passe quelque chose. Nouveau journal à venir.